Cette semaine à l'émission, on vous propose une entrevue avec Frédéric Lauzon, propriétaire de la brasserie Wilsey, et une question bonheur qui vous fera réfléchir. Bonjour à tous, je m'appelle Josiane Binette et bienvenue à votre émission de Dans notre coin. Une question bonheur qui fait réfléchir aujourd'hui avec Andréane. Elle a demandé aux 5 collaborateurs si vous aviez à remercier une personne dans votre vie, qui serait cette personne et pourquoi? Je dirais merci à ma grand-mère qui m'a accompagnée tout au long de ma vie, à qui j'ai sûrement donné beaucoup de cheveux blancs à force de dire « il n'y a pas de danger » quand je me mettais en danger très souvent. Ma grand-mère qui m'a appris aussi la gratitude, avant même que ça soit populaire. Je ne sais même pas si dans ce temps-là le mot existait, là. Elle appelait ça une prière. Alors à tous les soirs, on disait « merci pour la journée, merci pour mon frère et ma sœur ». Merci pour ma santé, merci que j'ai un toit. Donc, elle me faisait faire une prière de gratitude à tous les soirs. Puis ça, j'ai toujours regardé ça. Puis il y a 2 phrases d'elle aussi que j'ai toujours gardées. La première, c'est « Pauvre petite fille, n'aide-toi donc pas d'un verre d'eau ». Ça veut dire « Fais pas des drames avec une petite affaire ». T'sais. Puis la deuxième phrase qu'elle me disait souvent, c'est « T'es pas plus bête qu'un autre. T'as droit, toi aussi, à du beau. T'es pas plus bête qu'un autre. T'es capable de faire ça, toi aussi. » Fait que ça me donnait beaucoup de confiance, puis ça a été la personne la plus significative de ma vie. Je l'adore. Je remercierais ma sœur. Une de mes sœurs, je vais dire son prénom, c'est Mariette. C'est elle que je remercierais parce que ma sœur a toujours été là pour moi. Puis là, tu sais, je vais te dire que c'est pas une relation qui a toujours été facile. Mais dans mes bons moments, comme dans mes mauvais moments, très mauvais moments, ma sœur a toujours été là pour me supporter. Elle m'a toujours baquée, tout le temps. Puis en plus, peut-être aussi à cause que justement, on a une relation qui n'est pas facile, on évolue beaucoup ensemble. On a eu de la misère à évoluer, mais on évolue maintenant beaucoup ensemble. Non, vraiment, c'est ma sœur que je remercierais du plus profond de mon cœur parce qu'elle me fait grandir, mais surtout parce qu'elle ne m'a jamais laissé tomber. Moi, une personne que j'aimerais remercier s'appelle Luc Bellil. Luc Bellil, c'est un enseignant avec moi à Performance Plus. Je travaillais chez Orica à Brandsburg-Chatham comme mécanicien industriel. J'ai quitté pour aller enseigner à Performance Plus. C'est le prof qui s'est occupé de moi à mon arrivée. Il a fait du tutorat avec moi, il m'a accompagné, il a répondu à mes questions, il a été patient. Puis de fil en aiguille, c'est devenu un ami. On se côtoie, on a nos cabanes à pêche une à côté de l'autre sur la glace l'hiver. Puis c'est vraiment quelqu'un que je tiens à remercier. Premièrement, mon père pour les valeurs qu'il m'a transmises. Puis ensuite, je dirais mes beaux-parents, donc Mario et Monique d'Anjou. Avec ma conjointe Véronique, c'est les 3 personnes qui ont cru en moi dès le début quand je suis parti en affaires. Les premières années ont été très difficiles, puis eux ont toujours été derrière moi à me supporter, à m'encourager, à me dire de continuer. Puis ça c'est le bout de plate que je trouve dans mon parcours, c'est Mario, mon beau-père. Il est décédé après quelques années seulement que j'étais en affaires. Fait que j'ai pas eu le temps de le remercier à mon goût, finalement, de toute l'aide qu'il m'a faite. Fait que posthume, merci Mario et Monique encore d'être là et ma douce moitié.
Remercier, choisir une personne à remercier. Pourquoi? Bien, il y en a plein, encore une fois. Je pense qu'à chaque moment dans ma vie, il y a eu des personnes clés qui se sont retrouvées sur mon chemin, puis je voudrais toutes les remercier, tu sais. Encore une fois, ma tante Margot a joué beaucoup dans la liberté puis dans les choix que j'ai faits. Mon amie Nadine Léger, j'ai dit que je la remercierais. Elle sait pourquoi. Personne très importante dans ma vie. Mais c'est des gens qui en fait, c'est des gens qui m'ont toujours poussée vers ce que moi je voulais, qui m'ont poussée à être encore plus honnête envers moi, à être encore plus honnête et vrai envers les autres aussi. Puis ils m'ont poussée vers ma liberté à moi, ces gens-là, en fait. Fait que ça tourne beaucoup autour du même sujet, mon affaire, mais je pense que ça fait partie du bonheur d'être soi-même à la bonne place dans tes choix, tes libertés, puis avec les gens qui sont autour de toi et qui sont vrais à ce moment-là. Découvrons maintenant en compagnie de Francis la brasserie Willsey et son propriétaire Frédéric Lauzon. Cette semaine, on est à la brasserie Willsey de Saint-Placide avec le propriétaire, M. Frédéric Lauzon. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu, c'est quoi la microbrasserie Willsey? Comment vous en êtes venu à faire une microbrasserie? Bon, en fait, c'est un long projet. On a commencé avec l'idée de faire une distillerie au départ, suite à un voyage qu'on a fait, moi puis Josée, ma conjointe, en Irlande, où on a fait le tour de toutes les distilleries. Puis on s'est dit, tiens, on pourrait faire une distillerie sur place, sur notre ferme, parce qu'on cherchait un nouveau projet. Mais finalement, avec tous les règlements qui entourent la production du whisky sur une terre agricole, bien, on a bifurqué vers la bière. Et on en est très fiers aujourd'hui de pouvoir partager cette passion-là avec vous tous. Là. Et vous avez beaucoup de bières déjà. Ça fait même pas quoi? Ça fait à peine un an que vous êtes ouvert et déjà, vous avez beaucoup de bières. On a démarré l'an dernier avec 2 bières à l'ouverture, qui était le 25 mai pour les amis, puis officiellement pour le 1er juin pour le grand public, avec une blonde et une rousse. Et ensuite de ça, on a développé 2 autres bières, la IPA et la Pourvoyeur, qui est un porter pour la première année, donc 4. Et là, on est rendu à 8, 9, peut-être une 10e même en développement. Pour la 2e année, nous, on trouve que c'est vraiment quand même intéressant. Là. Comment qualifiez-vous votre microbrasserie? Est-ce qu'elle est plus style vermontoise, plus axée sur les bières anglaises, les bières plus, comment on dit, West Coast américaine? Bien, pour nous, actuellement, ce qu'on fait, c'est d'aller chercher des bières qui sont plus classiques. Donc, on développe nos bières de base, puis avec le temps, on va pouvoir peut-être développer des bières qui sont un peu plus spécifiques. Alors, on va sur des blondes, des rousses, des brunes, des pilsner, et on essaie de se coller un petit peu sur le style. On a des IPA, mais on n'est pas juste sur le houblon, on a d'autres choses aussi à offrir. On veut avoir un inventaire de bières à offrir qui est assez large, grand public. Puis ensuite de ça, on va aller ajouter des bières qui sont un petit peu plus funky, si on peut dire. Et parlez-nous un peu des étiquettes, parce que vous avez chacun un personnage sur vos étiquettes. Oui. Mais ces personnages-là, c'est basé sur des personnes de la vraie vie. Non, c'est des vraies personnes. Nous, on voulait faire une microbrasserie qui était à dimension humaine. Alors, on a intégré des vrais humains aussi dans nos étiquettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à chaque nouvelle bière, on essaie de trouver un personnage qui se colle à ce style de bière-là, puis on y met son histoire. Puis, ben, chacun des personnages qui sont là existe vraiment. Il y a moi, évidemment, qui est là, mon neveu, mon ami, Marie-Josée, qui travaille pour nous, qui est la Joe Brown, ma mère, le père à Josée, etc. Donc, tout ça, c'est autour de personnes qui existent dans notre entourage. Et qui fait vos étiquettes? Bien, c'est ici, à Oka, c'est Crocus Laboîte, qui est en fait, un des propriétaires habite à Saint-Placide et c'est lui qui a commencé à faire nos étiquettes, puis on travaille en collaboration depuis le début avec lui. Là. Vous l'avez mentionné au début, vous vouliez faire plus une distillerie. Oui. Est-ce que ce projet-là est encore présent dans vos projets? Ou... Bien, c'est sûr qu'on caresse toujours l'idée d'avoir un bon whisky sur place, mais les règlements sont toujours pas possibles. On a d'autres idées pour l'instant autour de la bière. La distillation est reportée, je te dirais, peut-être encore un peu pour quelques années. On verra comment les règlements vont évoluer. Mais pour l'instant, ça reste un rêve.
Et pour se lancer en affaires, justement, dans une microbrasserie, vous faisiez autre chose auparavant. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vouliez changer un peu de travail? Vous étiez propriétaire d'une ferme équestre, si je comprends bien. On avait fait, en fait, José a fait l'élevage ici de chevaux pendant plusieurs années. Et en 2013, elle a vendu tous ses chevaux. Elle a arrêté tout simplement l'élevage. Et pendant toutes ces années-là, on cherchait un nouveau projet. Ça l'a pris, comme on disait, un voyage en Irlande en 2016 pour allumer la petite bougie pour dire, mais ça serait le fun de faire ça sur la ferme. Puis ensuite de ça, bien, on a monté le projet pendant 3 ans. Puis on est arrivé à ouvrir l'an dernier. Et vous avez un site web? Oui. Et où les gens peuvent venir aussi déguster sur place. Donc, donnez-nous peut-être les coordonnées, justement, si les gens veulent venir ici et visiter votre site web. Bon, évidemment, le site web, c'est www.wilsey.ca. Vous allez avoir pas mal d'informations là-dessus, mais on est aussi sur Facebook, Instagram. Pour l'été, nous, on est ouvert les vendredis, samedis, dimanches. On va terminer à la mi-octobre environ pour seulement que les fins de semaine. À partir de septembre et octobre, c'est seulement que les fins de semaine. On est vraiment une microbrasserie d'été et on brasse avec l'eau d'érable principalement. Donc, nous, quand on a terminé notre saison de brasse au printemps, bien, on écoule nos bières. Puis quand il n'y en a plus, bien, il n'y en a plus. Est-ce que vous voulez entrer en production à l'année longue avec... C'est pas dans nos projets. Pas dans vos projets. Non, nous, on a vraiment l'idée que ce soit une destination pour l'été, destination brassicole, que les gens ils peuvent venir voir sur place parce qu'on a un lieu qui est vraiment magnifique. Et le plaisir d'être ici, de déguster une bonne bière entourée des chevaux dans la nature, bien, je pense que ça fait vraiment partie de ce que nous, on veut offrir. Au-delà d'avoir une bonne bière, mais on a un environnement qui est super intéressant. Bien, parfait. Donc, on va découvrir justement vos biens dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, M. Frédéric. Quelle saveur de thé nous propose Maryse cette semaine? Découvrez-le tout de suite en compagnie d'Élise de Sèvres. Bonjour tout le monde, je me trouve en compagnie de notre chère Maryse Deneau, qui est sommelière en thé, des thés d'Argenteuil. Maryse, c'est une histoire pour nous qui vient de l'Angleterre. Oui, l'Angleterre, eh bien, le thé, il y a une belle histoire, c'est-à-dire que c'est un cuisinier d'origine chinoise qui servait le thé au comte Grey. Et un soir, il a décidé, en servant le thé noir, d'ajouter une tranche de bergamote. Bergamote. Oui, c'est un agrume. OK. Et depuis ce temps, le comte Grey a tombé en amour avec ce thé et justement, on l'a nommé en l'honneur. Maintenant, on retrouve le Earl Grey, le comte Grey. C'est un thé qui est justement nommé pour cette personne. OK. Puis, ça se trouve être un thé noir avec un agrume dedans avec le bergamote, c'est ça? Oui, on a le thé Earl Grey régulier, mais à travers les années, justement, il y a eu des changements. Ils ont fait des ajouts. Alors, on a ici le thé, le créma. Le Earl Grey créma, c'est un thé qui est vraiment apprécié. Alors, c'est toujours avec de la bergamote, mais on a un goût velouté de la crème. OK. On a aussi Miss Lady. Miss Lady, celui-là, il a un petit goût de fraise. Mmh. Ah, délicieux, délicieux. Il y en a un autre qui est vraiment spécial. Lui, il a vraiment piqué ma curiosité parce qu'il s'appelle Château de Versailles. À l'intérieur, on retrouve de la lavande. Oh. Au début, j'étais réticente un petit peu à y goûter, puis je me disais, de la lavande, mais le goût est tellement bon, rafraîchissant aussi. OK. On a celui-là qui est la Baronne. OK. Le thé Earl Grey, la Baronne, c'est un thé qui est sérieux, vraiment sérieux, vraiment bon. Est-ce que tu as le goût de goûter? Bien, certainement, mais là, on goûte lequel? Ça va être un thé Earl Grey régulier. Régulier, d'accord. On voit que c'est un thé noir. Oui. Et on a sorti les jolies tasses. Ben oui. Regardez-moi la belle couleur. Alors, on goûte? On goûte. Cheers! Je sais pas comment il y en a qui disait ça en Angleterre. Hein? On sent l'agrume. Ouais. Oh, wow! Hey, c'est spécial. Ça goûte vraiment beaucoup. Quelqu'un qui cherche de quoi se réveiller les papilles, ça goûte.
C'est un mélange, il y a plein de choses là-dedans, on dirait. Bien, en fait, c'est parfumé à la bergamote. C'est le thé noir parfumé à la bergamote. OK. Mais un thé noir, tu bois pas ça le soir. Ça réveille trop, non? Oui. Moi, je boirais pas ça le soir. Mais encore là, ça dépend des gens. Il y a certaines personnes qu'après le souper, ça prend le thé noir. Oui, j'avoue. Mais c'est vraiment... c'est une belle découverte. Oui, mais là, ça pousse pas en Angleterre, ça. Non, le thé est... Non, ça vient de la Chine. OK. Il est traité... C'est le cuisinier chinois, selon cette histoire-là, du moins, qui avait apporté ce thé-là. Le thé noir. Bon, d'accord. Et on retrouve maintenant sur le marché différents thés Earl Grey parfumés. Il y a même du thé vert à l'essence Earl Grey aussi. Ah oui? Ça, aujourd'hui, j'en ai pas apporté, mais c'est à découvrir. Ah, bon. Ah, ben, merci beaucoup pour le petit cours classique. On se revoit la semaine prochaine. Et c'est le moment de rejoindre André Coupal et la capsule linguistique. Bonjour et bienvenue à la capsule linguistique. Mon nom est André Coupal. Je ne suis pas linguiste ni professeur. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la langue française. On a des belles images au Québec, des belles expressions. Et je m'intéresse à découvrir d'où elles viennent. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche et je vais partager ça avec vous. C'est une capsule sans prétention. Il y a beaucoup de choses qui sont conditionnelles parce qu'il y a beaucoup d'explications. Et c'est parfois difficile de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Aujourd'hui, je vous parle de baquaise. On a tous entendu le folklore québécois, « swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois ». Qu'est-ce que c'est une baquaise? Bon, beaucoup de gens pensent qu'une baquaise, c'est une dame un peu rondelette. Eh bien, dans cette expression-là, c'est pas tout à fait ça. Une baquaise, c'est un morceau de tissu, parfois en cuir, parfois en tissu, ou une toile, qu'on utilise pour ramasser des bûches, pour les rentrer dans la maison. À l'époque où on chauffait au bois, les gens allaient chercher le bois dehors et remplissaient une baquaise, puis ils rentraient à la maison avec le bois. Et quand on était en party, ou qu'on s'amusait, les violonneux, les caleux de rille, ils disaient « swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois, puis viens danser avec nous autres. » C'est comme « arrête de rentrer du bois, viens-t'en danser avec nous autres. » C'est de là l'origine de baquaise. J'ai une petite photo à vous montrer. Je ne sais pas si on voit bien, mais c'est ça, une baquaise. Alors, on voit le monsieur qui transporte son bois dans une baquaise. Évidemment, baquaise, ça s'écrivait pas comme ça au début. Ça s'écrivait baquaise avec Q-U-E-S-E, baquaise. Et on a vu aussi baquaise avec Q-U-A-I-S-S-E. Ça viendrait, selon ce qu'on a lu, d'une origine du nom latin Bacchus, qui veut dire un récipient. Au Québec, on a surtout entendu « swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois », mais on a vu aussi, à partir de 1930, on trouve le mot « baquet » et le mot « baquaise » pour désigner une personne courte et grosse. Mais, ceci pour dire que dans l'expression « swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois », on parle de la baquaise pour transporter des bûches. Vanter à écorner les bœufs. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on dit vanter à écorner les bœufs? On sait que ça veut dire qu'ils vantent fort, mais pourquoi vanter à écorner les bœufs? Ça veut simplement dire que c'est une bonne journée pour écorner les bœufs. Écorner les bœufs, c'est une pratique qui date depuis longtemps. On a utilisé cette pratique-là pour empêcher les bœufs de se blesser entre eux ou encore de blesser les personnes qui les soignent, ou encore dans le transport des bateaux en bois à l'époque, les bœufs se faisaient brasser puis ils se blessaient eux-mêmes avec leurs cornes. Alors on décidait de les écorner, on coupait les cornes. Qu'est-ce que c'est le meilleur temps pour écorner? C'est quand ils ventent très fort. Et la raison, c'est que les cornes, une fois coupées, sont à vif et doivent cicatriser. Alors le vent aide à cicatriser plus facilement. Et l'autre raison, c'est que le vent, quand il y a beaucoup de vent, il n'y a pas de mouches. Or, les mouches se posaient sur les plaies des cornes, des bœufs nouvellement écornés, et
ça pouvait créer de l'infection. Donc, quand ils vantent à écorner les bœufs, ça veut dire que c'est une bonne journée pour couper les cornes des bœufs parce qu'il y a moins de risque d'infection et ça va cicatriser plus vite. Est-ce que vous avez l'air magané? En vieux français, on retrouvait le mot « mahaigné », M-A-H-I-G-N-I-E-R, qui signifiait « blessé, estropié ». L'expression était sans doute utilisée au début de la colonie au Québec, puis elle a été déformée avec le temps avec « magané ». Puis en Bretagne, ça existe déjà, le mot « magané », ça veut dire « remuer avec brutalité ». Mais ici, on a pris le sens de « mahaigné » pour dire qu'on est magané, qu'on est blessé, qu'on est estropié ou qu'on est tout simplement très fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir des bidous? Avoir des bidous, ça veut dire avoir de l'argent. Mais pourquoi? D'où ça vient? Simplement, bidou, ça viendrait du mot bidet, pas le bidet qu'on connaît dans une salle de bain, mais qui était une monnaie du nord de la France jusqu'au 17e siècle. Avoir des bidous, ça veut tout simplement dire qu'on a de l'argent. C'est ce qui complète l'émission Dans notre coin pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour de nouvelles capsules. Bonne semaine!